Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Classic Show. Une émission littéraire ? Non, non. Une émission culinaire ? Ah, ça se pourrait. Au menu boxe, basket, football, sport auto et moto, rugby et athlétisme. Classic Show, c'est tout le sport avec un grand S. Résultats, pronostics, débats, infos et actus, analysés et décryptés par les journalistes Fréquence Méditerranée. L'émission sportive par excellence, c'est le Classic Show sur ta radio. Alors, vous êtes prêts ? À table. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée pour tous ceux qui nous suivent sur le web, sur le DAB, sur l'AFM encore pour quelques jours et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, sur le live Facebook. On est parti pour une heure d'émission sport. Vous avez très bien compris que malgré tout on est un peu triste puisqu'on pensait ce soir faire une belle émission en champion du monde, mais on fera pas une émission champion du monde, malheureusement. En vice-champion du monde. On fera une émission en vice-champion du monde, exactement. Mais en tout cas on va vous parler sport quand même, on va vous parler bien sûr vous avez compris de l'équipe de France de football, mais on va vous parler rugby, handball, biathlon, basket à Monaco. J'ai eu au moins quelque chose de cool dans la semaine. Au moins. On y était. Et puis bien sûr du football de cette Coupe du Monde, mais malgré tout, voilà, quand même pour leur rendre hommage, j'avais quand même envie de... Alors on l'aurait pu l'écouter voilà, je sais pas si t'as vu hier à l'équipe magazine qui ont fait un débriefing très très long de plus de 3 heures sur la Coupe du Monde. Ils ont mis une version que je connaissais pas du tout de gala style bossa nova, c'est très chaloupé, qui sentait la morosité, tu sais, vraiment. Sentait l'Argentine. Vous m'en voulez pas si je pleure pendant l'émission. Non, mais on t'en veut pas, on comprend, t'inquiète. Il a dû annuler le rendez-vous chez le tatoueur et tout déjà. Alors déjà j'ai oublié de vous, ouais c'est vrai, j'ai oublié de vous présenter quand même. On commence avec le monde entier nous connaît maintenant. Oui, mais mon équipe, Nathalie qui est avec nous. Coucou tout le monde. Nathalie est avec tous les lundis. Et tu nous diras où tu as regardé le match. Pascal qui est avec nous aussi, salut, très content. Voilà, Pascal qui est arrivé en deuil, vous avez bien compris. Et Thierry aussi. Salut Thierry. Bonsoir. Voilà, donc c'était dur. Et puis un petit coup à Mika qui doit être en deuil aussi sacrément ce soir. Mika il est resté au Qatar, il est pas rentré. Il est alité depuis hier soir 20h04. Je crois qu'il s'est coupé les veines. Et ouais, c'est en tout cas ouais. Mais bon, allez, on va dire qu'on en parlera tout à l'heure. On va en parler bien sûr. On va dire que sur le match d'hier on méritait pas. Donc on a au moins ce regret. Parce que si ça avait été l'inverse par exemple, et qu'on aurait fait le match qu'a fait l'Argentine et qu'on aurait perdu derrière. Oui, non, mais c'est sûr. Mais un match de football, c'est 90 minutes au minimum. Voilà, donc on va en parler. Mais on va commencer tout de suite, bien sûr, à parler. On va vous parler de rugby, mon cher. On n'avait pas parlé. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Le top 14, tu voulais nous parler de tout. Ouais, parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière. Alors les spécialistes de rugby vont dire, ils sont bien gentils. Coupe du monde, le biathlon et tout. Mais on va bientôt parler. Et le ballon ovale dans tout ça. Et puis on va en parler, puisque maintenant il y a une autre Coupe du Monde qui se profile. Bon, ça sera l'année prochaine quand même, en septembre, à cheval sur septembre-octobre 2023. Et puis on a des grandes capacités de pouvoir gagner. Petit bonjour à Didoukli qui nous rejoint. Ouais. On va parler football. On va parler Coupe du Monde Didoukli et reste avec nous puisque je sais que tu es un arbitre. Didoukli, c'est celui qui est chargé de gérer la salle Saint-Exupéry à Menton. Ah oui, Didier. Ah oui, mais c'est Didou, je sais. Voilà. C'est quoi, c'est son nom d'hashtag là? Son nom d'hashtag. Je savais pas qu'il faisait du spectacle. Voilà, donc bonjour à Jennifer aussi qui nous rejoint. Restez avec nous, partagez l'émission. On va parler Coupe du Monde, on a besoin de vos avis. Ce soir, on va parler de sport. Bien sûr, on a démarré avec le rugby. Je l'ai un petit peu coupé, mon Thierry. Mais on va parler Coupe du Monde. Donc rejoignez-nous, partagez l'émission parce qu'on va vouloir avoir besoin de tous vos avis. On va vous donner le nôtre, en tout cas, comme si on était Dimico, Petit, Riolo, toute la bande. On s'y croit. Mais voilà, en tout cas. Le rugby, c'était juste pour vous dire que dans le top 14, il y a 14 équipes donc professionnelles de première division de rugby. On appelle ça le top 14, ils sont 14. Ils auraient été 15, on rappelait ça le top 15. Jusque-là, on est tout le monde nous suit là, on est bon. Et ben c'est Toulouse qui caracole en tête. C'est Toulouse qui a quand même une sacrée équipe avec Antoine Dupont, Ntamak qui est la charnière de 9 et 10 de l'équipe de France, vraiment, et Thomas Ramos derrière qui est quand même plus qu'un faire-valoir aussi. Et donc Toulouse qui est largement en tête du championnat devant le Racing et le Stade Français, mais c'est surtout en Coupe d'Europe qu'ils font très fort. Et hier après-midi ils ont joué contre Sale, quand même une équipe qui est toujours assez difficile à manœuvrer. 45-19.
Antoine Dupont, alors on parle de Mbappé en football. C'est pas Chabal, il a pas joué dans cette équipe là. Chabal, oui, et c'était une équipe qui avait été entraînée aussi par Saint-André. D'accord. Voilà, avant de revenir et d'être sélectionneur de l'équipe de France ensuite, avec malheureusement les mauvais résultats qu'on Chabal a joué là-bas, ça me parle. Chabal, c'est l'homme de Cro-Magnon de l'époque. Ah, et donc Toulouse, celle 45-19, Toulouse qui a signé sa 2e victoire en autant de matchs en Coupe des Champions. C'est la Coupe des Champions. Il a gagné contre le Munster. Hein. Alors déjà, le match, il paraît qu'il sentait mauvais au départ. À l'arrivée, il sentait très mauvais puisque Toulouse a été gagné au Munster. C'est assez rare qu'on aille gagné sur un terrain extérieur comme ça, mais avec un Antoine Dupont. Moi, j'ai regardé le match parce que c'était juste à cheval entre l'équipe de France. J'ai regardé les premières 40 minutes du match de... Oui. Il a remis les écrans. Les premières cartes du match de rugby. J'ai mis les écrans parce que j'ai mis un nouveau graphisme parce qu'il n'y a plus de Coupe du Monde. Tous les ballons. J'ai aucun mérite à le dire, mais je vous l'annonce à l'avance. Mbappé a fait une très belle Coupe du Monde de football, mais Antoine Dupont, s'il continue comme ça, lui alors il va faire une Coupe du Monde de rugby. Je ne sais pas si on ira au bout, mais ce mec est littéralement stratosphérique en rugby. Si on arrive à se consoler cette année 2023 avec un titre de champion du monde de rugby, on va dire que nous on est plus fans de foot. Mais sur ce qu'on voit ces dernières semaines en rugby, pétard là. Franchement, on a une équipe pour y aller. Hein. Si on la gagne pas là, c'est tout ce qu'il y a à prendre. Oui, c'est la France, quoi. Donc voilà. Déjà faire un bon tournoi des 5 destinations là ou des 5 nations. Tu as remarqué qu'il y a des sports qui arrivent à nous faire vibrer plus que d'autres. Le foot. Le foot, on va dire en numéro 1, le rugby quand la France gagne au rugby, tout machin. Et pareil qu'il y a des sports, alors en individuel, souvent quand il y a eu le rugby, quand le judo a été dit Riner avec. Oui, parce que c'est ton pays, quoi. Donc on est tous un peu cocorico, un peu chauvin. Moi le premier, je vous le dis franchement. Moi je veux dire, quand je regarde les Français, l'essentiel c'est de participer. Non, il est bien gentil, Coubertin. Reste où tu es. Quand tu participes pour gagner. Quand tu regardes des JO, où tu as tous les sports qui sont représentés, enfin en tout cas une très très grande majorité. Même si c'était pas ton sport de prédilection, t'as envie de voir du français, palper de la médaille, Et puis moi j'en suis même pire, c'est que moi je dis même pas bravo aux Argentins, quoi. C'est-à-dire moi, quand on a perdu la fin du match, j'ai coupé la télé, j'ai même pas regardé la remise de la coupe. Je voulais pas les voir ni prendre la médaille. Moi quand je joue au Scrabble, faut que je gagne, je vous le dis tout de suite. Moi je commence direct avec un mot qui s'appelle Kawax, tu vois, et avec le K et le X sur lettre contre triple et mot contre triple. Terminé, tu vois. Premier mot, allez hop. 140 d'entrée comme ça. Allez, écoute, on va passer du Scrabble au handball. Voilà. Si chaud sur Fréquence Méditerranée. Montpellier, ça y est, qui est devant le PSG. Ils ont battu le PSG. 31-30. Un petit but, ça suffit. C'était le choc. C'était le choc, oui, parce que là, il y a quand même, tu vois, c'est un petit peu comme en Espagne, tu as Real de Madrid, Barcelone. En France, tu as Paris Saint-Germain. Je vais pas dire Marseille parce que Mika qui n'est pas là me sauterait à la gorge. Mais il y a toujours des équipes qui sont vraiment devant. Et là, en handball, c'est Montpellier, Paris Saint-Germain. Après, on a Nantes et Saint-Raphaël sont un petit peu derrière. Mais donc là, c'était le derby des champions, qu'en fait. Et Montpellier a gagné sur son terrain d'un but. Donc, ils sont en tête. Voilà. C'est rapide quand même, on a fait très rapide là. Là on a fait rapide, il est 19h08. Aussi rapide que le dernier but qui a permis donc à Montpellier de battre le PSG. On sent qu'on va débattre sur cette Coupe du Monde. Je sens que ça arrive. Mais bon, on a du temps. On est triste. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. À table. Ce soir on voulait vous parler aussi de biathlon avec les Français qui brillent au Grand Bornand. Ils sont bien. Enfin ils ont brillé. Ils auraient pu plus briller que ça, mais ils ont quand même brillé. Il y avait du soleil. Mais il fait beau là-bas au Grand Bornand. Il fait froid, mais il fait beau. C'est normal sur la neige en général. C'est agréable quand tu regardes des compétitions de ski et de biathlon. Oui. Ouais, c'est bien. Moi, je me rappelle toujours du Grand Bornand pour le fait d'hiver qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'on dit le Grand Bornand? La famille dans le chalet. Avec le cycliste qui avait été dépassé, il y a un cycliste la famille qui avait été tuée dans un chalet par le voisin. Ah oui, parce qu'elle était jalouse, sa femme elle faisait les ménages chez eux, etc. Oh là là. On part sur un délire là. Ça me donne envie d'y aller, tiens. Il y a eu un téléfilm là-dessus qui était assez bouleversant. C'est incroyable, on parle de sport et on dérape de suite sur des faits divers. On connaît beaucoup de choses. On est inscrit. Donc voilà, les Français qui brillent. Oui, alors voilà, il y avait en biathlon, parce que là il y avait relâche, mais en biathlon, on est très fort en biathlon, et là il y avait la fameuse Mastart. C'est un nom qui fait un peu rêver. Qu'est-ce que c'est que la Mastart? Mastart, c'est un départ en masse.
starting, départ en masse. C'est un départ groupé, c'est-à-dire ils sont tous sur une ligne, sur plusieurs lignes, parce que des fois ils sont comme un peloton. Ils sont une quarantaine, tu vois, et coup de pistolet, tout le monde part, et puis après, tu te débrouilles comme tu veux. Et là, donc chez les messieurs, donc on a fini 3e avec Émilien Jacquelin, qui est quand même pas mal. Et Quentin Fillon-Maillet, il est un petit peu à la ramasse derrière, mais il va revenir. Et puis il y a eu Fabien Claude qui a fini 4e. Voilà. Il a fini combien Fillon-Maillet, il était 8e. Donc il était un petit peu plus derrière. Mais par contre, au classement général, ça commence un petit peu à se positionner. Mais en fait, Fillon-Maillet est quand même un petit peu moins bon cette année. Mais bon, il faut peut-être que ça remonte. Par contre, les filles, alors elles ont fait très fortes. Elles ont mis 5 Françaises sur les 8 premières. Oui. Ça, c'est bien. Elles n'ont pas gagné, mais elles font 2 et 3. Bien. Dans le sport, quand même, les Français, nous, c'est pour ça qu'on a une émission sur le sport, c'est que quand même on est bon dans beaucoup. On est pas mal. Ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis quelques temps, on a bien relevé. On est bien représenté. On n'est pas très bon en twirling bâton. Je sais même pas, je dis ça, mais on n'est pas très bon ni au curling. Nous, les curling, en général, on les bouffe avec l'apéro. Voilà, exactement. Au tennis, c'est pas. Le tennis. On est un peu dans le trou. Là, on est la période un peu. Il va quand même falloir trouver quelques têtes de gondole parce que là, pour l'instant, c'est pas terrible. Donc, en biathlon, on a fait 2, 3, 5, 6, 8. Pour donc les filles, donc on peut leur rendre hommage puisque c'était je sais pas si j'ai dû le noter quelque part. C'est donc Hauser, une Autrichienne, qui a gagné. Avec un nom comme ça, elle ne pouvait pas être norvégienne. Voilà. Donc le biathlon. Deuxième, Julia Simon. Pardon. Qui est donc celle qui gagne tout pour l'instant. Elle est seconde et elle est toujours en tête de la Coupe du Monde de biathlon pour l'instant, avec tous ces bons résultats. Et puis il y a Anaïs Chevalier, il y a les deux sœurs Anaïs et Chloé qui ont fait, donc elle a fait 3 et sa sœur a fait 8. Heureusement qu'il a bossé sur le biathlon parce que là vous regardez tous les deux, il y en a pas comme on est tous pareils. Mais je dois dire à leur décharge, c'est qu'on avait prévu de faire pratiquement de faire l'heure complète sur le débriefing en principe avec la Coupe du Monde que devait nous amener Kylian Mbappé parce qu'il passait par nos studios, il devait venir. Bon, il a annulé au dernier moment, vous savez pourquoi? Je comprends pas. Il a le seum. C'est sûr. Bon. On l'a tous, donc allez, bonjour à Dan Citron qui nous rejoint. Dan Citron, à Michael. Ça sent le mentonné, ça, Dan Citron. Walid Onizuka, je sais pas qui c'est. Catherine aussi qui est avec nous. Jennifer, voilà, je sais pas si vous êtes toujours là. Parce que des fois ils viennent, ils repartent, on voit les. Il faut qu'ils restent, on a des choses à dire. Puisqu'on va parler basket. Oui. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Alors basket, il y avait un match d'Euroleague ce vendredi. Mais il y a eu 3 matchs cette semaine. Il y en a eu 3, il y en a eu 3 d'ailleurs. C'était une drôle de semaine pour Monaco quand même. Parce que... Chaud. Alors moi je vais parler juste avant que vous donniez les résultats, je vais parler de mon expérience. C'était la première fois que j'allais voir un match de basket à Monaco. Tu étais au... On y était ensemble. J'ai été invité par Thierry à aller voir le match à Monaco. J'ai été plus qu'agréablement surpris. Tout, l'ambiance. Tu vois, on t'avait dit que c'était top. L'équipe, l'ambiance, vraiment tout ce qu'il y avait, ce côté très très professionnel où tu sens vraiment professionnel. Tous ces gens qui servent à rien, qui tournent autour avec des cravates et des badges que tu te demandes. Il y en a un paquet. Alors, des officiels, il y en a. D'ailleurs, il y a presque entre guillemets plus d'officiels que de public. On était à 2 doigts de se mettre dans le staff Nosy parce qu'on était juste derrière les commentateurs. On a eu la chance d'avoir. Alors, c'est bien parce que grâce à l'abonnement de Thierry, qui a un abonnement, c'est une place juste derrière les commentateurs. Ouais. Ça fait que nous, on a la chance par rapport aux autres d'avoir les replays souvent. Mais je peux te dire, mon cher ami, parce que ma femme qui n'a pas pu venir, elle est légèrement souffrante, donc elle m'a gentiment donné la place à Jean-Luc. Elle nous a regardé à la télé et nous sommes passés en direct sur l'équipe magazine. Je te le dis tout de suite parce qu'à un moment donné, il y a eu un plan sur les commentateurs. Donc c'était Ali Traoré qui était devant nous, un ancien basketteur, avec David Cosette. Et forcément, quand il faut un gros plan sur les commentateurs, si la caméra est légèrement derrière, on est 2 rangs derrière. Donc tu nous voyais, nous, tendrement enlacés, n'est-ce pas, juste derrière avec nos 2 têtes de premier de la classe. C'était magnifique. C'est bien, tu pourras revenir alors. Et écoutez, je reviendrai. Et tellement tendrement enlacé qu'on a assisté à un but magnifique. Un panier. Pas un but, hein. C'est un panier. On dit ça un panier. C'est un panier. Excusez-moi, j'avais encore. Je portais sur la Coupe du Monde. Un ace. C'est ça. Écoute, c'était un strike, là, c'était un strike. Il a fait strike. Puisque c'était sur le buzzer. Eli Okobo. Mais il est coutumier du fait, de lui ou Mike James. En fait, il faut dire qu'il y a une dramaturgie là aussi. On parlera de la finale de Coupe du Monde tout à l'heure, mais enfin juste après. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même dire, et là tu es là. À chaque quart-temps, Monaco menait de 8 à 10 points. Et dès qu'il reprenait le carton, on se faisait toujours monter. Parce qu'on est tombé contre une équipe, des psychopathes comme toujours, du shoot à 3 points. Et c'est là qu'on voit la différence vraiment d'une équipe, c'est pas parce que c'est Monaco, mais qui joue vraiment en équipe. Ça fait tourner le ballon, où pratiquement tous les joueurs monégasques ont marqué, tous. Alors qu'à Berlin,
il joue en équipe, si tu veux, jusqu'au milieu du terrain, il décale les latéraux et allez, bing. Et il ne rentre que des 3 points. Mais ils les mettent en plus. Alors, mais comme on a des auditeurs qui nous suivent et qui mettent de très beaux commentaires, on le dit, puisque voilà, ça fait percer. Dan Citron qui nous marque: j'adore votre émission sportive que je regarde souvent en replay, des fins connaisseurs à l'antenne. C'est gentil, c'est très gentil. Merci, voilà. C'est très gentil. Bonjour Camille. Et donc oui, effectivement, un scénario pareil à l'équipe de France, on va dire. Il menait à chaque fois entre 7, 8, 10 points à chaque quart-temps, et puis il reprenait, il faisait remonter à égalité. C'est un coup de 3 points, ça va vite. Et surtout, comme il disait, cette équipe, mais d'une adresse... J'ai souvent regardé des matchs de basket quand même à la télé, mais d'une adresse incroyable. C'est-à-dire que ils ont tiré ils ont mis 80 points puisque ça a fini. Attends, je crois que j'ai le score là. 92 à 89. Voilà, 92. Ils ont dû mettre 3 points. Allez, je vais dire qu'ils ont mis 70 points en tir à 3 points. Ah oui, non, au moins. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Et surtout sur les lancers francs, ils en ont raté un. Sur tous les lancers francs que Monaco en a raté. Oui, mais ils en ratent pas mal. Mais Monaco, c'est les lancers francs et les tirs à 3 points où on est quand même. Alors, oui, ils pêchent un peu. Mais là, tous leurs lancers francs, ils passaient les. On va quand même parler donc parce que la dramaturgie, c'est celle-là. Donc, on mène de 2 points. Et il reste à peu près 14 secondes de jeu. 14 secondes, c'est très court, mais c'est très long. Ça peut être très long. Non, on n'est même pas, on est égalité. Hein. Non, laisse-moi finir. On mène de 2 points. Quand Mike James se dit, si je mets le dernier panier, je vais encore être le MVP de la soirée, parce que c'est la technique à Mike James. Donc il vient, il est face au panneau. Il tente un 3 points, bing, qui tombe sur le rebord du cerceau. Récupération des Allemands, qui décale bien entendu un psychopathe de la dernière seconde toujours, qui tire à 3 points, qui loupe son 3 points, heureusement, mais un autre derrière vient, fait une claquette, égalité. Et là, il reste 7 secondes de jeu. Donc Mike James déjà, là moi je l'ai pas en travers parce qu'il a souvent... Alors je te reprends. Il nous a planté des matchs comme ça. Hein. C'est sur les 14 secondes quand on a le ballon nous. Voilà. Il reste 14 secondes. Ou peut-être 14 secondes. À ce moment-là, donc on fait tourner le ballon. Moi je dis à Jean-Luc, je dis tu vas voir qu'ils vont essayer de leur faire faute tout de suite pour aller au lancer franc. Et puis curieusement non, ils les ont laissé mener le jeu. Tant et si bien qu'on va sur le côté droit. Eli Kobo fait une passe en profondeur à Blossom Game, Jérôme Blossom Game, qui lui redonne le ballon. Les minutes s'égrètent et on arrive pratiquement sur le buzzer au Kobo, mais qui est loin. Je veux dire, il est pas... si tu veux, t'as la raquette qui est comme ça, il est vraiment à ce niveau-là. Il est quand même, il est prêt entre la ligne de la raquette et la ligne du milieu de terrain. Donc il est très très loin sur le ligne de touche et il nous met un tir dont il a le secret. Au moment où le ballon est en l'air, le buzzer c'est fini et le ballon 3 points et là il se retourne et il fait. C'est au Kobo. Et les Allemands vont de suite porter réclamation, mais en fin de compte, je crois que l'arbitre a même pas été regarder la vidéo parce qu'en fin de compte il aurait pas pu parce que tout le monde envahit le terrain, les joueurs, les machins, ils étaient déjà. Mais c'est la première question que j'ai posée à ma femme quand je suis rentré pour lui dire mais finalement nous avec Jean-Luc on avait l'impression que le buzzer s'était déclenché juste avant le tir. Et en fait ma femme a dit non t'inquiète pas, on a revu l'action 50 fois et effectivement le buzzer c'est le truc, tu as le panneau qui s'allume en rouge, il s'allume en rouge quand il était dans la phase ascendante, donc le ballon était bien parti mais franchement s'il loupe le penalty, s'il loupe son tir, il y aurait eu prolongation. Après, tout peut arriver. Donc, ils ont gagné ce match-là. Ils avaient perdu contre Barcelone juste avant. Alors, il y a Camille qui nous marque un step bike. Ça veut dire quoi? C'est ça peut-être? Je sais pas, je connais pas la terme. C'est mon Camille à moi. Camille. Ça basket non, pas du tout, mais il va énormément au basket. D'accord. Si peut nous confirmer. Donc on lui fait confiance. Alors, peut nous donner la définition du step back tant qu'à faire. Et bonjour à Alain qui nous regarde. Camille, s'il te plaît. Godino. Voilà. Qu'est-ce que c'est un step back? Et par contre, pour terminer sur le basket, parce qu'après, je sens que tout le monde, bien entendu, attend les 40 dernières minutes sur ce que vous savez. Pour ce que vous savez, là où vous savez, hier Monaco est un petit peu fatigué. Ils ont été perdre contre l'avant-dernier, le Portel. Alors c'est une énorme surprise. Ils perdent de 7 points, 89 à 81. Ils sont quand même encore en tête. Mais ils sont toujours premiers. Ils sont en tête de la Betclic. Alors bizarrement, donc moi qui allais voir mon premier match de basket à Monaco, je vais vous dire la vérité, ce que j'ai ressenti. J'étais beaucoup plus impressionné par l'équipe allemande que l'équipe de Monaco. Moi, l'équipe allemande, ça joue. Ah oui, ça allait beaucoup. Une équipe qui est quand même pas si bien que ça. Ils sont, je crois, 17e ou 16e sur 18 en Coupe des Champions. Ils sont en Ligue. Ils sont loin. C'était impressionnant. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'ils aient perdu parce que une adresse incroyable, il ratait rien et surtout à la vitesse où il contre-attaquait. Souvent Monaco était dans le vent à la contre-attaque. C'est vrai, non, c'est pas faux. Donc, mais moi, comme je le dis toujours, après je peux me répéter si vous voulez, mais je pense qu'à l'heure actuelle, puisqu'on a presque fait tous les matchs allés, presque, et on n'est pas loin de la fin là. Donc surtout, j'ai vu tous les matchs autant à l'extérieur qu'à la maison. Je pense que le premier adversaire de Monaco, c'est Monaco.
C'est-à-dire que s'ils jouent vraiment sur leur valeur avec le banquier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a John Lloyd qui est absent encore et qui est quand même un sacré marqueur lui aussi. Je veux dire, quand ça joue Monaco, il n'y a pas tortillé, ça gagne quoi. C'est quand ça surjoue en fait. Alors on a l'explication on a une spécialiste qui nous écoute et qui regarde et qui nous met en commentaire. Donc le step back se résume en mouvement ultra rapide qui permet au joueur de créer une distance avec son défenseur au moyen d'un pas de côté fulgurant qui annonce un tir en suspension dans la foulée. Ah, d'accord. Oh là. C'est un garçon, Camille. Quelle définition extraordinaire. Camille, voilà, spécialiste du foot. Donc c'est ça. En fait, avant de prendre ton shoot, voilà, c'est un pas rapide. Mais c'est ce qu'a fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a donné l'impression au Kobo d'aller devant au contact du mec, et puis au même moment, il s'est retourné, et en plus, il a un shoot, lui, pour le coup, au Kobo, il est vraiment, c'est un dandy. Hein. Quand il shoot, c'est tout en souplesse. Hein. Et le joueur monégasque qui a marqué le plus de paniers, c'est de points c'est Alpha Diallo, hein, qui est à plus de 20, 24 ou 25. C'est pas James. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'à Monaco, justement, et c'est là qu'on voit qu'on a quand même une équipe cette année qui tient la distance, c'est qu'il y en a toujours un dans l'équipe, et c'est jamais le même, qui prend le leadership sur un match et sur l'autre. Là, c'est Alpha Diallo. J'ai regardé hier au Portel, Alpha Diallo, il a dû marquer 2 ou 3 points, c'est tout. Et par contre, Mike James est à 22 ou 23. Et il n'a pas fait grand-chose contre Berlin. Voilà, donc il y en a toujours un qui prend. Une fois c'est Strazel, une fois c'est Blossom Game. Je l'annonce Blossom Game qui revient très très bien. Il a eu un début compliqué, peut-être parce qu'il fallait qu'il s'adapte au jeu. Jaron Blossom Game, c'est celui qui a les petites tresses et tout. Mais là, régulièrement, il a plus de 15 points à chaque match. Hein, donc lui, il est très fort. Très bien. On a une belle équipe. Faut le dire. Si ça continue comme ça, on va faire un Final Four, c'est clair. Et ça peut même faire beaucoup mieux que ça. Voilà, bah écoutez, c'était le basket à Monaco. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Allez, on va parler. Allez, retrousse les manches. On va parler Coupe du Monde. Là, qu'est-ce qu'on aurait aimé l'entendre ce soir en générique et bien sûr pour faire un petit jeu de mots avec ce qu'on vient d'entendre. Le match de gala, il a commencé à la 70e minute. Hein. Enfin, même un petit peu plus, je crois. À la 80e. On n'était pas loin de la 80e. Voilà. C'est là, on va parler Coupe du Monde, chers auditeurs, restez avec nous. Et puis, bien sûr, on va parler. Écoutez, c'était le lancement de cette chronique là, de ce moment football. L'absence des Français pendant 80 minutes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'était virus. Participez, chers auditeurs. Ouais, je sais pas, ils avaient annoncé un virus avant. C'est à croire que toute l'équipe a été chloroformée. On regarde tous de l'équipe de France depuis des années. Hein. Bon, nous un petit peu plus tous les deux puisqu'on est un peu plus vieux, on va dire tous les trois, pardon, excuse-moi. Lui est plus jeune, mais jamais je n'ai vu l'équipe de France dans le vent à ce point aussi longtemps. Mais non, il n'y a pas eu un tir avant la 70e minute quoi. À ce point, je l'ai déjà vu, mais ça a duré 10-15 minutes. Mais là, ça a duré interminable. Au pire des cas, tu rates ta première mi-temps, tu rentres au vestiaire, tu reviens, tu as d'autres intentions, voilà. Voilà, il ne faut pas oublier que tu renverses un peu la tendance. L'Angleterre, on était secoué, le Maroc, on était secoué, la finale de la Croatie en 2018, on est secoué pendant 30 minutes. Mais là, tu te dis, c'est pas la même équipe qui a joué quelques jours avant. Non, moi, franchement, on va pas essayer de chercher des mauvaises excuses ou quoi, mais j'ai quand même vraiment l'impression que ce virus, il a ratatiné la moitié de l'équipe. C'est pas possible. Griezmann, qui a été étincelant à ce poste-là, qu'on l'attendait pas, il a été fantomatique. Moi, honnêtement, je pense que c'est l'Argentine, ils en voulaient plus que nous. Tout simplement. Parce que techniquement, on peut comparer, mais on va dire qu'à valeur, les deux équipes étaient à peu près égales. Hein, oui, moi, je me donnais une égalité. Pour moi, comme je l'ai ressenti devant le match, pour moi, c'était juste une question d'envie. L'Argentine, ils avaient la dalle, ils avaient faim, ils allaient partout, ils couraient. Ah oui, mais il y avait toujours une prise à 2, à 3, ça on l'avait annoncé au départ, donc on savait quand même qu'ils allaient laisser les trucs sur le terrain. Parce qu'on dit qu'on n'a pas fait une frappe avant la 80e minute, mais c'est pire que ça. On n'a pas eu un ballon, on n'a pas une passe correcte. Contrôle raté, passe complètement Mbappé, aucun dribble de réussi avant l'embouée finale. C'est un miracle qu'on n'en prend que 2, quoi. Mais c'est exactement. C'est un miracle qui nous tue pas avant. Mais justement, 3-4 à ce moment-là. Et moi, j'aimerais dire un truc, parce que je pense que vous allez dire la même chose que moi, mais le paradoxe quand même, je veux dire, si on nous avait dit au début de la finale que Mbappé claquerait un triplé, jamais tu peux imaginer que tu perds la Coupe du Monde
en claquant un triplé. C'est pour te dire un petit peu l'énormité de ce truc, parce que c'est vrai que bon, moi je vous le dis franchement, hein, je l'ai même dit en aparté tout à l'heure, j'ai regardé la première mi-temps, la deuxième mi-temps, j'étais dans ma chambre en train de faire des trucs sur mon ordinateur, j'avais laissé le son, j'ai même pas regardé la deuxième mi-temps. Je suis venu quand j'ai entendu un mouvement de foule, je me dis tiens, il doit se passer un truc, et c'est là que j'arrive et que je vois l'arbitre qui désigne le point de pénalty, parce que Kolo Muani, mais sans... donc là du coup je suis resté debout, je me suis même pas assis, je suis resté debout les bras croisés, et alors là j'ai dit mince. Qu'est-ce qui se passe? Première mi-temps, moi j'ai pareil, j'ai regardé le match sur le canapé. Deuxième mi-temps, j'ai mis l'ordinateur en marche, j'ai fait autre chose. J'ai dit voilà, vous auriez mieux fait de faire l'inverse. Regardez la deuxième et pas la première. C'est fini. Je m'étais dit c'est bon, c'est fini. Moi personnellement, même à la reprise, même Pascal à la reprise, on pouvait se dire bon à la mi-temps ils vont se faire souffler dans les branches, on va essayer de comprendre ce qu'il y avait. Ils ont repris exactement. Pareil, chloroformé. Moi je pensais que ça allait être le cas. Je dis bon, on a fait une première mi-temps dramatique, 0. Ils vont bien se faire souffler. Voilà, à la mi-temps, tu vas te prendre une gueule. Sachant en plus qu'il avait fait les coachings, il avait changé Giroud et oui, c'était déjà, excusez-moi l'expression, c'était déjà couillu quand même de le faire. Dembélé et Giroud à la 40e, il fait rentrer Kolo Muani et Thuram, c'est quand même un choix très très fort, hein, parce qu'en finale de Coupe du Monde, moi, surtout Dembélé, sur le moment, je l'ai pris comme un aveu de faiblesse. Mais il n'y avait plus rien à perdre. Donc, mené 2-0. Après, il fallait changer quelque chose. Mon analyse de ce soir sera pas la plus pertinente parce que je suis encore à moitié à chaud. Il y a trop d'émotions qui rentrent là-dedans. Et en fait, c'est juste à chaud comment j'ai ressenti les choses. Et quand il a sorti. Alors, Dembélé, j'ai compris, parce que il était en dessous de tout. Et il repartait derrière, il a pas tenté un dribble. J'ai pas trop compris sur le moment parce que, il a pas tué beaucoup de ballons, etc. Mais comme. Il est tellement important. Oui, comme tout le monde, c'est clair. Et sur une tête, un coup franc. Et c'est pas son profil à toucher des ballons dans tous les sens. Et encore, il défendait beaucoup. Et en plus, j'ai pas compris la sortie de Giroud. Après, bon, ça a été ses choix, c'est des choix forts. Voilà, comme on dit en finale, tu sors 2 joueurs avant la mi-temps. C'est bon. Comme tu dis, t'as plus rien à perdre, tu perds 2-0. Mais faut le faire, tu vois. Alors qu'on a souvent reproché quand même à Deschamps d'avoir des coachings un peu légers et surtout pas très compréhensibles. Là, il nous a tous pris à contre-pied sur ce coup-là. Mais non, après. Mais d'ailleurs, juste un truc, une question. On a droit à combien de remplaçants? 5. C'est 5. Non, on a fait peut-être plus que ça hier. Non. Alors, je t'avoue, moi, d'après mon fils, parce que c'est lui qui a regardé, il y en a eu plus, mais c'est parce que Rabiot, comme il a été touché à la tête, ça compte pas. Alors moi je te dis comment on me l'a dit parce que ça j'y connais rien. Il y a eu Thuram, Kolo Muani qui est rentré, il y a Kamavinga qui est rentré, il y a Dizazi qui est rentré et qui c'est qui est rentré encore? Non, mais en prolongation, Fofana, il y en a 5 Coman est rentré aussi. Normalement, il y en a 5 pendant le match, pendant le temps normal, et tu peux en rajouter 1 ou 2 aux prolongations. Ouais, il me semble que d'accord. Parce qu'à un moment donné, je dis ils ont changé les règles ou quoi? Kamavinga, il est rentré pendant les prolongations. Alors les règles elles changent tout le temps, donc il faut. Il a été très bon d'ailleurs. Kamavinga était très bon quand il est rentré. La meilleure rentrée Kamavinga. Là, j'ai retrouvé le box-to-box du milieu de terrain en arrière latéral gauche. Vous nous avez pas habitué à ça. Les coachings qu'il a fait. Franchement, ça a été limite un des meilleurs. Kamavinga, Fofana, très bien. Il est rentré. Moi, c'est Kamavinga qui m'a entre guillemets le plus impressionné quand il est rentré. Que vraiment, tu l'as vu. Mais on a retrouvé le Kamavinga qui a fait des percées magnifiques au Real de Madrid, la marque finale de la champion et tout ça. Il défendait quoi. Non, c'était bien, c'est bien. Moi, j'avais peur quand même. Mais donc l'absence de 80 minutes des Français, 80 minutes. Donc vous en pensez que en fait, ce match, ça a été les montagnes russes. Je sais pas si on le saura, mais on saura puisqu'il y a quelque chose. Certes, c'est la plus belle finale. Bon, c'est vrai que les finales de Coupe du Monde, on en a vu quelques-unes. C'est l'une des celle-là, émotionnellement, pour le coup. Mais honnêtement, surtout que là, pour une fois, c'est nous qu'on remonte. Parce que d'habitude, on est remonté. Parce que même contre l'Allemagne, on gagnait 3-1, on se fait remonter. Contre la Suisse, on gagne 3-1, on se fait remonter. C'est pas en finale, mais c'était des matchs. Même en 2006, on mène 1-0 et on se fait remonter. Ils égalisent. Là, on n'y croyait plus à 2-0. Alors après, ça a été le feu. Quand tu tombes contre une équipe d'Argentine totalement survoltée, parce que franchement, mais à 2-0 à la mi-temps, qui pouvait croire qu'il y aurait un scénario comme ça? C'est dingue. Et tu arrives à la 80e. Si encore dès le début de la deuxième mi-temps, comme tu disais, on sentait. Parce que tu sais, 2-0, tu mets un but tout de suite. Déjà, les mecs ils commencent à vaciller. Ils se posent des questions. Mais là, t'arrives à la 80e. Franchement, les carottes sont cuites. Tu commences à. Là, d'ailleurs, au niveau des pronos, on n'a pas été bon parce que là, on n'avait pas pronostiqué tout ça. Et vous avez vu, dès qu'il a marqué le penalty à Mbappé, tout de suite, ça a changé. On a senti la fébrilité. Et franchement, et là, moi, je le dis. On parlait du but de l'autre qui s'était retourné. Je sais pas si c'est qui a marqué le but là en retourné acrobatique là.
de la Coupe du Monde. Pour moi, le but de la Coupe du Monde, c'est le deuxième de Mbappé. Il est fantastique, celui-là. Oui. Ah, il est beau. Parce que déjà en finale de la Coupe du Monde, mettre un but comme ça, merci à Thuram qui fut la. Tu me donnes la transition. Tu me donnes la transition pour le thème d'après. Le thème d'après, c'était noté Mbappé. Ah ben oui, il faut en parler. Donc Mbappé. Oui. Allez, on a les thèmes ce soir. Il y a une petite musique qui accompagne ou quoi? Le coaching, la musique. Ah d'accord, c'est on fait pas la coupe à la maison ce soir. Ah, ça fait mal. Non. La VG Dribble là, on a fini de rêver là. D'ailleurs, ceux qui nous regardent, j'avais prévu ça là aussi. Ils doivent voir un peu les. Non, c'est vrai que tu la mets pas ça. Ils doivent voir les cerfs. C'est contre-indiqué. Tu vois, il y a tout là, l'émotion, il y a un peu d'alcool, un peu c'est contre-indiqué. Et donc Mbappé, le cas Mbappé. Alors moi, je vais être honnête. Mbappé, moi, tu l'as beaucoup cassé. Ouais. Beaucoup cassé. Alors c'est le personnage que je n'aime pas. C'est le joueur de ballon. C'est pas le joueur. Je peux pas dire que le joueur de ballon, c'est un très très grand joueur. Il va être. C'est là où je vais dire maintenant, il va être un des meilleurs. Ah oui, non, mais attends, là, déjà dans la Coupe du Monde, il est en train d'effacer Pelé. Il a déjà battu les buts qu'avait marqué Pelé. Après, on peut ne pas aimer l'homme, mais après, on peut reconnaître le talent du joueur. Non, mais c'est clair. Il va éclater tous les stats et tous les pronostics qui ont été faits. Il va tuer tout le monde parce que déjà, il est en avance sur tout. De partout. Deux Coupes du Monde, 12 buts. Il est le deuxième joueur après Geoff Hurst, qui était l'avanceur de l'équipe britannique en 66 quand il avait gagné, a marqué 3 buts en finale déjà. Il y en a que 2 au monde. Il en fait partie. À 24 ans, il a tout trusté. Parce que tous ceux qui sont devant lui, qui ont 16, 15 de trucs, c'est tous des joueurs qui ne vont plus jouer. Voilà. Et ils ont tous fait 4 Coupes du Monde. Déjà la deuxième. La dernière fois, je regardais l'équipe. Je sais plus, c'était il y a 2-3 jours. Et tu sais, des fois ils font des petits quiz. Tu sais, genre t'as un tableau et c'était le nombre de joueurs, les joueurs qui ont mis au moins 8 buts en Coupe du Monde. Ouais. À part Ronaldo et Messi, il y avait aucun qui était encore en activité. Et au milieu, il y avait Mbappé. Ah oui, non, mais. Il était là et je regardais ça. Il est dans tous les incroyable. Sachant que c'est fini pour Ronaldo. T'avais du Klinsmann, t'avais de toute façon, t'avais de tout. Indépendamment de cette Coupe du Monde-là, tous les chroniqueurs mondiaux du football, les spécialistes du football, disent que sur tous les temps de passage, à tous les niveaux, Mbappé, il est devant tous les joueurs. Il est devant Pelé, il est devant Messi, il est devant Maradona, il est devant. Après, tu dis à 24 ans, il en a déjà fait 2, quoi. Et c'est là. Voilà. Non, mais c'est pas parce qu'il est français, mais là, il faut quand même le dire. On a un phénomène. Et c'est là où je pense que c'est objectif. Ouais, t'as un monstre. Et ça sera un des thèmes de tout à l'heure. C'est là où on se fout de la gueule du monde. C'est que quand on donne le trophée du meilleur joueur du tournoi à Messi, c'est vraiment se foutre de la gueule. Mais bon. Parce qu'il devait avoir les 2 trophées. Ça n'a aucune valeur. En vrai, ça n'a aucune valeur. Et là, je commence à me dire un truc aussi, c'est que si le Paris Saint-Germain fait une grosse Coupe d'Europe, ce que je leur souhaite, je veux dire, Mbappé qui lui cherche le Ballon d'Or depuis longtemps. J'ai bien peur que cette année Messi va encore pas être devant puisqu'il aura gagné la Coupe du Monde. Je vous l'annonce, le Ballon d'Or cette année ça va être Messi encore. L'année dernière il a gagné la Copa América, il a été Ballon d'Or alors qu'il fait pas une super saison l'année dernière. Il gagne la Coupe du Monde. Et voilà, là cette année déjà il fait une bonne saison, en plus il gagne la Coupe du Monde. C'est déjà fini, ça sert même pas la peine d'y aller. Mais bon, en tout cas je vais te dire que ça c'est peut-être une des choses que je voulais noter que j'ai pas noté, mais pour moi la FIFA c'est truqué à mort. C'est ce truc parce qu'ils ont tout fait pour que ça soit une finale. Déjà ils ont tout fait pour que ça soit une finale France, en tout cas l'Argentine en finale. Ils ont fait parce que quand même 4 pénaltys avant d'y arriver. Donc il faut dire quand même que sur les 8 buts de Messi, il en a marqué 8, mais Messi et 9 Mbappé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou c'est 7 et 8? Non, 7 et 8. C'est 7 et 8. Sur les 7 buts de Messi, il y a 4 ou 5, je crois. 4 pénaltys. Voilà. Après, tu sais quoi, moi je me suis dit avec un tout petit peu de recul qu'en fait le destin voulait, alors les croyants ils diront Dieu peu importe, mais le destin voulait que l'Argentine il la gagne cette Coupe du Monde parce que quand tu prends le parcours, premier match ils perdent contre l'Arabie Saoudite, ils sont à quelques minutes de même pas sortir des poules parce qu'il y avait une histoire avec le Mexique, enfin tu vois, etc. Ils sortent presque au forceps. Miraculeusement des poules. Après contre les Pays-Bas ils mènent 2-0, ils se font venir à 2 partout et ils gagnent au tir au but. Contre nous, ils mènent 2-0, on revient à 2-2, 3-2, 3-3 et ils regagnent au tir au but. Genre, c'est même pas les planètes, elles se sont alignées, c'est que c'était écrit. Quelque chose d'impalpable. Tu peux pas. Mais... Donc Mbappé, on est tous d'accord. Ils ont failli se faire éliminer 4 fois. Heureusement qu'il a été là hier. C'est le phénomène des 7-8 prochaines années. Il est déjà phénomène. Donc, mais à son âge, faire ce qu'il a fait, il faut quand même tirer le chapeau. Parce que, alors oui, mais 2 pénaltys.
mais déjà il faut les mettre déjà en finale de Coupe du Monde. Faut pas oublier qu'il restait sur celui qu'il avait loupé contre la Suisse. Oui, c'est ça. Le but magnifique, donc le deuxième. Et il en met 3 là. Enfin, pouvoir rayonner à ce point-là dans un grand match comme ça. Alors que lui aussi a énormément souffert, hein. Franchement, et tu vois, Pascal, ce qui est encore, Pascal et Nathalie et Jean-Luc, ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que, comme toute l'équipe de France, mais par rapport à lui surtout, c'est que pendant 80 minutes, on l'a quasiment pas vu. On attendait une finale de Mbappé qui devait tout casser pour être meilleur buteur et Messi était déjà devant parce qu'il avait marqué. Je veux dire, on l'a pas vu, il loupait ses dribbles, il faut le dire aussi, il n'arrivait pas à passer pour le peu de ballon qu'il a eu. Et d'un seul coup, il marque un penalty qu'il faut quand même marquer parce qu'il faut avoir les coronets pour aller au bout. Et forcément, sur cette Coupe du Monde, forcément, je fais le parallèle avec celui qui a de l'autre côté, Ousmane Dembélé. Avec qui moi personnellement j'avais énormément d'attentes, hein, parce que c'était peut-être sa meilleure saison qu'il faisait avec le Barça. C'est la première fois depuis le début de la carrière qu'il n'est pas blessé. Dembélé n'est pas blessé, incroyable, les gros titres. En plus il arrive en pleine bourre. Je pense que légitimement on pouvait s'attendre vraiment à beaucoup mieux. Alors oui, il a reçu des consignes. C'est ça. Mbappé n'avait pas la consigne de défendre. Dembélé oui. Mais quand même. Et tu sais pourquoi? Mais quand parce même. qu'on est